Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents ce jour, donc du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, donc pour un petit webinaire vraiment tourné sur, voilà, des acteurs que je tenais à vous présenter, des acteurs qui essayent de faire bouger les lignes, chacun à leur niveau. Heu, Journée du 8 mars, c'est une journée un peu symbolique. Donc on va attendre quelques instants que le reste des connectés arrive. Je vais déjà d'une vous présenter, faire un petit rappel sur la journée du 8 mars. Ensuite, vous présenter mes invités qui sont là et que je remercie fortement. On aura d'autres personnes qui nous rejoindront un peu plus tard. On compose avec l'actualité, voilà, les problèmes de transport et tout. Donc, on s'arrange, c'est les joies du direct. Alors, on attend un petit peu, il est 31. Hop, je vais commencer à présenter. Donc aujourd'hui, nous recevons Connexio, la beauté du monde inclusive, et ensuite Garance et moi. Donc Jean-Christophe Vidal de Connexio. Donc Rabi Hamelin qui devait être là, mais notre très cher Rabi est malade, hélas. Donc nous avons Julie Sauze qui la remplace au pied levé, qui est sa responsable des opérations et qui est avec Fanta, une des bénéficiaires du programme des Botties, des beautés du monde inclusive. On reviendra vraiment plus longuement sur ce sujet tout à l'heure. Et nous aurons Garance qui nous rejoindra tout à l'heure, Garance de Garance et moi, le premier cabinet dédié à la carrière des femmes. Donc, brièvement, le programme de cette heure de partage. Donc, journée de rappel. Bien sûr, on va présenter Connexio, beauté du monde inclusive, et Garance et moi. Donc, comme je vous le disais, le 8 mars, c'est une journée de sensibilisation, à mon sens. C'est pas une fête. Beaucoup voient ça comme une fête, le fait de la femme. Non, c'est pas la fête de la femme. C'est une journée de sensibilisation qui vise à célébrer les réalisations, tout ce que les femmes ont pu mettre en œuvre au cours de cette année. C'est aussi une journée pour se rappeler qu'on a encore beaucoup de choses à mettre en œuvre pour construire une véritable société équitable. Que ça soit dans certains domaines où les femmes sont encore peu représentées, comme dans le numérique. Avec Jean-Christophe, on évoquera le sujet. L'accès à l'emploi, à la formation, à l'employabilité, à l'autonomie, justement, avec aussi la beauté du monde inclusive, avec son programme dédié. Et Garance et moi, justement, aussi, dans ce problème qu'ont souvent les femmes dans leur carrière. On a des carrières hachées, on a la maternité, à un moment ou à un autre, on se pose la question généralement de la mobilité professionnelle. Beaucoup de femmes se posent des questions. Elles ont un accompagnement sur la mobilité professionnelle un petit peu plus difficile. On a des chiffres qui le montrent. Et justement, Garance et moi a développé un cabinet avec toute une équipe dédiée à la carrière au féminin. Donc, ça sera vraiment le dernier point de notre petit partage de ce jour. Donc, Connexio. Alors, Connexio, belle aventure. Je suis enchantée déjà d'une Jean-Christophe que vous ayez pu nous rejoindre. Donc, Connexio, c'est Jean aussi Guyot qui l'a fondée, qui n'a pas pu être là parce qu'elle a d'autres impératifs. Et du coup, vous êtes là et je vous en remercie vivement, Jean-Christophe, puisque Connexio, je vous suis quand même depuis quelques années. Un institut de formation, une association. Je vous laisse présenter Connexio en quelques mots. Merci beaucoup Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, alors Connexio, c'est une aventure qui a un peu plus de 6 ans, qui a été fondée par Jean Guo, au moment où elle était encore étudiante. Jean, elle est américaine, elle est d'origine chinoise, et elle fait partie des 27% de femmes qui ont créé une start-up dans l'EdTech, c'est-à-dire l'Education Technology. Et il faut comprendre qu'en effet, le fait qu'une femme monte une entreprise qui soit dans la tech, c'est finalement quelque chose qui est pas très courant. Je disais 27% de femmes qui créent des startups dans l'EdTech, dans l'éducation. C'est le pourcentage le plus élevé dans tous les secteurs qui composent la technologie. Donc c'est quelque chose déjà qui est assez remarquable. Connexio, Nathalie disait à l'instant, on fait des formations au numérique pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc avant tout, des demandeurs d'emploi de longue durée, des jeunes décrocheurs, des personnes qui sont en reconversion. Et on a un gros enjeu que Jean a voulu adresser dès le départ, c'est cet enjeu de se dire que finalement, les femmes dans la tech
elles sont pas nombreuses, elles représentent que 17% des personnes qui travaillent dans le numérique, et qu'en plus de ça, eh bien finalement, elles se heurtent à deux types de difficultés qui se cumulent. Le premier, c'est que pour accéder à un emploi aujourd'hui, de plus en plus, il faut savoir utiliser les outils numériques. Alors ça, c'est valable aussi pour les hommes, bien entendu. C'est 90% des métiers aujourd'hui qui nécessitent d'avoir des compétences de base dans le numérique. Si on les a pas, simplement, on va pas avoir la possibilité de pouvoir prendre un poste, par exemple, dans des rôles qui sont administratifs. Et puis, par ailleurs, il y a le fait que pour les femmes, l'autre difficulté qui va se poser et qui nous tient à cœur au niveau de Connexio, c'est que leur faible représentation dans le domaine de la tech, dans le domaine du numérique, va amener à ce que finalement, ce soit plus compliqué de les amener à postuler à des jobs et même avant de rejoindre des formations qui leur permettront de pouvoir s'insérer dans le monde numérique. Alors chez Connexio, on a deux grandes familles de formations, des formations qu'on appelle solidaires qui sont sur les compétences numériques de base. Et là, si je puis dire, on n'a pas une parité entre les hommes et les femmes, ce serait un peu fort, mais on a quasiment 45% de femmes qui participent à ces formations et qui ensuite réussissent, grâce à ces formations et puis également à d'autres acteurs, à pouvoir s'insérer professionnellement. On a un deuxième type de formation qui sont les formations qui mènent à des métiers dans le numérique, ce qu'on appelle des formations certifiantes, qui mènent à un titre professionnel. Et là, pour le coup, eh bien, la place des femmes, elle est beaucoup moins grande, puisque selon les promotions, on va avoir entre 27 et 35% de femmes qui vont rejoindre nos formations. Oui. Donc, cet enjeu que l'on a de favoriser la diversité au niveau de Connexio dans le monde du numérique, eh bien, en fait, il s'inscrit sur, on va dire, au moins deux grands segments. Le segment de dire, eh bien, faisons en sorte d'abord d'avoir des talents qui soient divers dans le numérique. Et donc, faisons en sorte que des personnes qui, a priori, ne vont jamais rejoindre une école d'ingénieurs, qui vont pas avoir un bac+5, puissent s'insérer dans le numérique. Et deuxièmement, faire en sorte que les femmes puissent accéder à ces formations et ensuite à ces métiers. Et là, si je puis dire, on est voilà sur deux segments et sur deux enjeux qui sont extrêmement forts dans nos missions. Voilà. Ça fait un peu plus de 6 ans qu'on existe. Oui, et c'est on quelque a chose formé... effectivement. Pardon Nathalie, oui. Allez-y. Pardon, oui, je disais, on existe depuis 6 ans, on a formé à peu près 4500 personnes. Et sur les 4500 personnes, pour vous donner un ordre d'idée, on en a 4000 qui ont suivi des formations solidaires, on en a un peu plus de 500 qui ont été sur des formations certifiantes, avec un taux d'employabilité derrière qui est assez fort, puisqu'on est à près de 70% de personnes qui retrouvent un emploi dans les 6 à 12 mois suivant la fin de la formation. Oui, donc des beaux chiffres d'insertion, voilà, qui sont bien. Donc là, on a bien vu que vous mettiez en avant aussi quelque chose, moi, que j'ai déjà entendu. C'est justement le recrutement des profils féminins dans les carrières du numérique. C'est un petit peu plus compliqué parce que déjà, d'une, c'est des services qui sont assez masculins. Donc, il y a aussi une culture d'entreprise à développer afin que l'insertion professionnelle des femmes dans ce milieu, qui est encore, elle se peut représenter, puisse bien s'intégrer. Vous confirmez ce ressenti qu'on a pu voir, enfin que j'ai pu revoir, une sensibilisation vraiment de l'entreprise? Oui, en fait, c'est vrai que c'est pas simple du tout. C'est pas simple parce qu'a priori, on se dit, on est tous des êtres humains, donc insérer des femmes dans l'entreprise, ça va quand même pas être un gros sujet. En réalité, ça nécessite un vrai changement de culture pour des équipes qui sont quasi exclusivement masculines. Quand on est sur des équipes mixtes, quand on est sur des métiers qui sont mixtes, comme par exemple lorsqu'on est dans la formation, on est sur des équipes qui sont parfois très féminines ou à minima qui sont mixtes. C'est assez simple. Quand on est sur des métiers qui sont beaucoup plus masculins, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je vais vous dire, moi j'en suis un bon représentant. Je suis un financier au départ. J'ai démarré ma carrière dans la finance et dans le conseil numérique pour des services financiers. Je vais vous dire, moi j'étais dans des équipes qui étaient à 75 voire 80% masculines.
Et donc, et ça c'était il y a un peu plus de 20 ans, et se dire qu'on intègre des femmes dans ces équipes, c'est quelque chose qui est totalement indispensable, mais qui nécessite véritablement d'être préparé. Ça ne se décide pas du jour au lendemain. Ça peut être une volonté de la direction générale, de la direction des ressources humaines, et ensuite ça va se diffuser au niveau de l'opérationnel, oui, mais ça se prépare. Ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un élément qui est clé. Vous savez, vous passez dans les bureaux et vous avez des remarques qui sont des blagues, évidemment, mais qui sont quand même un peu graveleuses, ça ne monte pas toujours très haut. Lorsque vous avez des situations où, en fait, une personne rejoint votre équipe et elle se retrouve avec, dans la salle, des personnes qui sont habillées comme je suis ce matin, chemise blanche, veste sombre, et puis cheveux grisonnants tant qu'à faire. En réalité, que tout le monde est pareil, c'est un peu difficile de s'intégrer. C'est un peu difficile de s'intégrer et de se dire, eh bien, oui, je vais réussir à faire ma place. Et si on n'a que 17% de femmes qui sont aujourd'hui dans le numérique, c'est pas parce que les femmes refusent d'aller vers le numérique, c'est pas non plus parce que le numérique leur ferme les portes, pas du tout. Et c'est juste qu'il y a une inadéquation à un certain moment entre la volonté de pouvoir être plus mixte et la réalité, c'est que dans les actes, dans les faits, ça va quand même être plus difficile. Et nous, notre expérience chez Connexio, elle nous montre que pour que des personnes, notamment des femmes, puissent s'insérer, c'est nécessaire de pouvoir préparer ça en amont. On le voit avec les entreprises, vous savez, qui recrutent nos talents. En fait, ces entreprises, souvent, elles sont très volontaires. Elles cherchent à aller au-delà des simples aspirations de la RSE. Et elles nous disent, mais oui, moi, je veux intégrer des personnes qui soient issues de la diversité. Mais certaines nous disent, nous disent, moi, je veux intégrer notamment des femmes. Et éventuellement, je veux mettre l'accent sur le fait de recruter pendant les prochains mois exclusivement des femmes, ce qui sur le papier est une excellente chose. Et puis ensuite, on va commencer à regarder les compétences qui sont recherchées. Et au-delà des compétences, le diplôme. Et lorsqu'elles nous disent, oui, mais il faut quand même des personnes qui aient un master, qui sortent d'une école d'ingénieur. Quand vous savez que dans les écoles d'ingénieurs, vous avez entre 15 et 20% de jeunes femmes qui étudient, ça vous restreint beaucoup plus le vivier. Lorsque vous savez que chez Connexio, nous, on ne va pas former des ingénieurs, on va pas aller à ce niveau-là, on forme sur des métiers de techniciens. Et souvent, des entreprises dans la tech ont besoin d'ailleurs de techniciens et pas d'aller jusqu'à des niveaux d'ingénieurs. On va nous dire, ah ouais, mais là, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis, ils vont nous dire, oui, mais vous savez, en plus de ça, il faudrait qu'il y ait des personnes qui aient déjà pas mal d'expérience dans le secteur. Voilà, ça va être des briques supplémentaires qui vont s'accumuler et qui vont rendre le recrutement pas si simple que ça. Voilà, ça, c'est des choses que l'on dit. Mais pour autant, voilà, c'est pas que les entreprises ne sont pas volontaires, elles le sont indéniablement. Elles sont extrêmement intelligentes. Mais en revanche, il faut qu'elles préparent cette mise en place d'une véritable mixité dans leurs équipes. Et on le voit avec certaines entreprises qui, pour le coup, sont dirigées par des femmes, qui ont mis la mixité vraiment en avant depuis de très nombreuses années. Eh bien, elles, pour le coup, elles ont mis en place des programmes dans lesquels il y a de la formation qui est obligatoire. Ça fait un peu scolaire, ça fait un peu enfantin, mais très sincèrement, c'est pas grave. Il faut en passer par là. Parce que ça permet justement de pouvoir s'ouvrir. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai compris, en fait, quels étaient les enjeux. La mixité qu'on avait dans nos entreprises, c'était pas quelque chose qui m'est tombé dessus du jour au lendemain. Ça infuse très progressivement. Très bien. Merci Jean-Christophe pour cette vision très pointue et très vraie, puisque travaillant avec de nombreux organismes à visée inclusive qui forment des publics éloignés de l'emploi, quel que soit le domaine, on se retrouve toujours avec cette même problématique d'ouvrir un petit peu plus l'entreprise, mais au-delà, vraiment de la volonté de l'entreprise, il y a une véritable culture d'entreprise à avoir pour accueillir ce type de public. Et là, je parle aussi bien des femmes que des publics, vraiment, je parle de la diversité dans toute sa splendeur. Il y a vraiment une culture d'entreprise à développer. En tout cas, merci beaucoup Jean-Christophe pour ces éclaircissements et ces précisions sur l'offre de Connexio. Et Connexio aujourd'hui, donc vous êtes partout en France et aussi à l'international, d'après ce que je sais.
Oui, Vous pouvez m'en oui. dire Alors en plus? France, on est présent alors en Île-de-France principalement sur Paris et sur la Seine-Saint-Denis. On est également présent à Bordeaux et à Lille. Donc, et on rayonne évidemment autour de ces villes-là. Et puis à l'international, on s'est lancé à l'international en 2019, donc il y a déjà près de 4 ans, grâce à une initiative de l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, et on intervient dans des camps de réfugiés aussi bien au Malawi qu'au Kenya et en Jordanie. Voilà, on a cette particularité. Et on intervient, j'allais dire, un peu à l'image de ce que l'on fait, on cherche à faire en France, c'est-à-dire sur des publics qui sont tous des personnes réfugiées, et on essaye d'avoir des équipes qui soient mixtes dans les apprenantes et apprenants qui vont composer nos promotions. Voilà, avec un modèle un peu particulier. Super. On forme des formateurs locaux. Voilà, on n'est pas là pour apporter, si je puis dire, Connexion va pas arriver avec ses gros sabots. On forme des formateurs locaux qui derrière vont pouvoir dispenser des formations dans les camps de réfugiés. Bravo, très beau développement et de très beaux projets. Donc, ravi d'avoir pu échanger avec vous, surtout sur cette dimension-là. On clôture avec cette dimension internationale et inclusive. Et justement, on va pouvoir enchaîner sur notre prochain invité. Merci Jean-Christophe, je Nathalie. sais que tu vas devoir nous quitter. Je reste Ce encore fut un quelques minutes plaisir. avec vous, On mais oui, en recreusera. effet. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Mais un autre sujet à creuser plus tard, le recrutement inclusif et surtout dans le cadre du numérique. Merci beaucoup pour ton temps. Donc, la beauté du monde inclusif, LBDMI. Alors, déjà d'une, bonjour à vous deux, donc Julie et Fanta. Bonjour. Donc, Julie, directrice opérationnelle, et Fanta, donc une bénéficiaire du parcours des bottises. Alors, pour la petite histoire, je dois vous avouer que LBDMI et moi, c'est une longue histoire quand même. J'ai connu Rabi, la fondatrice de LBDMI, il y a quelques années, dans le cadre, j'étais jury chez Singa. Donc voilà, donc jury de l'incubateur. Le projet de Rabi m'a flashé aux yeux. Et depuis, je la suis de loin, fière de ce qu'elle fait, de ses équipes, de ce qu'elle a construit. Et aujourd'hui, ça me paraissait normal de mettre en avant justement la beauté du monde inclusif, tout ce qu'ils ont pu faire depuis 2021. Malheureusement, Rabi est malade. Ça, c'est mon petit crève-cœur du jour. Mais c'est pas grave parce qu'elle a une super équipe avec elle. Et donc, Julie, je vais te laisser présenter la beauté du monde inclusif et tout ce que vous avez mis en place. Et puis ensuite, Fanta, on discutera ensemble. Donc, Julie, je t'écoute. Merci beaucoup, Nathalie, pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à nous dire s'il y a trop de bruit. Du coup, enchantée à tous. Donc, la beauté du monde inclusif est née il y a 2 ans d'un constat. Nathalie, si tu veux faire je vais présenter tout de suite. Nickel, merci beaucoup. Donc, c'est né d'un constat qu'aujourd'hui, les entreprises d'insertion concernent beaucoup plus les métiers masculins. Donc, ça va être les métiers du BTP, les métiers des espaces verts, des transports, et qu'il y a très peu d'emplois par l'insertion pour des métiers qu'on peut dire plus féminins. Donc ça, c'est un premier constat qui a été fait par Rabi, qui a travaillé pendant plus de 15 ans dans ce secteur-là, qui travaillait chez Ares, qui est aussi une entreprise d'insertion avant. Et il y a un autre constat qui est fait, c'est que le métier de l'esthétique, de la coiffure et du bien-être recherche une main-d'œuvre qualifiée qu'elle ne trouve pas. Donc, il y a vraiment un besoin de main-d'œuvre qu'il faut former autant en bien-être qu'en savoir-faire. Rabi a du coup voulu lancer ce projet-là qui du coup est né en printemps 2021, donc il y a 2 ans, et elle lance la beauté du monde inclusive pour former, accompagner et employer des femmes dans ce secteur-là. Donc tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Très bien. Le projet en fait est complet, c'est-à-dire que on va sourcer, former, accompagner et surtout insérer des femmes dans ces métiers-là. Donc, du coup, pour répondre à ce besoin-là, Rabi a créé aussi un organisme de formation. Donc, c'est une école inclusive et éco-responsable qui va délivrer des formations au public que l'on accompagne. Donc, ces formations sont faites par des experts
Vous m'entendez ou pas? C'est bon? Très bien, très bien. Il y a un petit peu de bruit derrière, mais on est dans les conditions du direct et on s'adapte aux conditions et à l'actualité. Donc, il n'y a pas de Merci problème. beaucoup. Et donc, du coup, en fait, on source les personnes bénéficiaires qu'on va accompagner, sont sourcées grâce à nos partenaires sociaux, donc le Pôle emploi, le PLI, la mission locale. On va ensuite faire passer des entretiens de motivation parce que ces personnes-là sont en reconversion et souhaitent se réorienter dans ces métiers-là. Et ensuite, elles ont un test de positionnement pour qu'on puisse nous apporter un accompagnement spécifique à chacune. Donc, elles sont pendant 6 mois en préqualifiant, en période de préqualification, où elles vont découvrir les métiers de la beauté. Elles vont être formées à ces métiers-là et on va les accompagner pour savoir si c'est vraiment le secteur dans lequel elles veulent s'insérer ou non. Si elles ne veulent pas s'insérer dans ce métier-là, dans ce cas-là, on va les accompagner vers d'autres structures d'accompagnement. Le but, c'est vraiment qu'elles ne sortent pas du système et qu'elles puissent vraiment être redirigées plus tard. Donc, il y a cette phase de préqualification. Et suite à cette phase de préqualification, les personnes qui veulent vraiment travailler dans ce milieu-là commencent à travailler avec nous. Donc, du coup, elles vont avoir pendant 1 an une formation pour préparer l'examen du CAP esthétique, cosmétique et parfumerie. Et en plus de ça, elles vont travailler chez nous. Parce qu'il faut savoir que ces personnes-là sont en CDDI. Donc, nous, on ne souhaite pas précariser ces personnes-là qui sont déjà dans des situations qui peuvent être très précarisantes. Et donc, du coup, on va leur offrir on va signer avec elles un contrat de salarié, ce qu'on appelle un CDDI. Donc, c'est un contrat à durée déterminée d'insertion. Donc, ces contrats-là peuvent aller de 4 mois à 24 mois. Donc, nous, on souhaite assurer le maximum de temps avec ces personnes-là. Donc, on signe un contrat de minimum 6 mois. Donc, pendant 6 mois, elles sont salariées à la Beauté du Monde Inclusive. Et donc, elles sont formées et elles travaillent avec nous. À côté de ça, elles ont tout un accompagnement social et professionnel fait par des professionnels de l'insertion qui vont les accompagner sur leurs problématiques de logement, leurs problématiques d'endettement, leurs problématiques de santé. Voilà, il y a tout un volet particulier à chacune. Et notre chargée d'accompagnement va vraiment avoir des rendez-vous avec elles, les accompagner sur ces freins-là pour les lever au maximum. Et donc, cet accompagnement est apporté par notre chargée d'accompagnement et on a toute la partie insertion et de travail. Donc, Fanta, qui est avec moi aujourd'hui, travaille pour nous dans notre institut. Donc, Nathalie, si tu veux passer à la slide suivante, je vais vous expliquer un peu. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer un peu les différentes manières que l'on a d'insérer ces personnes-là. Donc, en fait, on a différentes opérations, ce qu'on appelle opérations commerciales. Donc, ces personnes-là sont formées au métier d'esthéticienne. Elles sont formées aussi au métier de conseillère en vente. Du coup, on a voulu développer différentes opérations qui puissent les mettre dans un cadre professionnel et les mettre à disposition, les mettre en situation professionnalisante, dans un vrai cadre de travail. Donc, on a ouvert il y a de ça maintenant 2 mois un institut d'application inclusive. Donc, c'est vraiment un salon de beauté, un institut de beauté qui est dans le 15e arrondissement, au 18 rue Frémicourt. Donc là, les filles font des prestations de soins visage. Les Parisiennes, vous savez où aller prendre rendez-vous. Hein. Voilà. Exactement. Fanta vous accueille à bras ouverts. Donc, elles font les soins visage, elles font du maquillage, elles font de la manucure. Voilà, en fait, elles appliquent toutes les formations qu'elles ont eues, elles les appliquent directement avec le client. Là, au-delà de la formation, vous leur offrez vraiment la possibilité d'être tout de suite employable, d'être directement dans un cas concret. Et c'est ça que je trouve génial dans ce projet. Exactement. En fait, on ne souhaite pas seulement délivrer des formations, on souhaite vraiment offrir des opportunités économiques et en les mettant dans des situations un cadre professionnel. Elles sont en contact direct avec les clientes. C'est elles qui gèrent l'institut. On a des référentes. Elles sont vraiment toutes seules face aux clients. Elles ont du coup suivi une formation en accueil client. Il y a tout un process d'accueil client. Elles ont aussi des formations de confiance en soi parce qu'en fait, ce n'est pas aussi simple de se retrouver face à un client, même si on maîtrise notre métier. Voilà, c'est des situations qui peuvent être vraiment compliquées pour certaines. Et donc, du coup, il y a tout un accompagnement qui est mis en place aussi de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment l'institut. Voilà, vous pouvez nous rendre visite quand vous voulez. On est dans le 15e arrondissement pour discuter ou pour vous faire un soin. Un super modèle à venir. Si vous voulez vous détendre, il n'y a aucun problème, je valide. Ensuite, mais il n'y a pas que ça aussi, parce que je sais que vous faites aussi d'autres choses comme l'événementiel.
Exactement. On a aussi souhaité, en fait, on veut vraiment se positionner sur un secteur du luxe. Voilà, c'est que les filles avec qui on travaille ont de l'or entre les mains, elles sont passionnées, elles ont vraiment ce souhait de se reconvertir à ces métiers-là. Et en fait, on a voulu du coup entrer dans un monde où l'insertion est un gros mot, un monde où l'insertion ne fait pas tout de suite sens. Donc c'est un peu le monde du luxe, donc le monde des défilés, le monde de la mode, le monde des shootings. Voilà, c'est un monde qui peut paraître très éloigné des filles qu'on accompagne et même voilà, du secteur aussi d'insertion. Et donc, du coup, on a organisé des défilés de mise en beauté où les filles, voilà, ont créé tout un look. Elles ont travaillé sur des modèles, elles ont travaillé pour ce défilé-là. Donc, elles faisaient la coiffure et le maquillage. Et on a aussi pu participer à des défilés de mode avec des créatrices de mode, des créatrices de chapeaux, où les filles sont intervenues sur le maquillage et la coiffure. Donc là, elles sont vraiment, elles travaillent pour un client, elles ont une demande et elles sont dans le jus du défilé. Donc voilà, on connaît tous un peu le stress que ça peut être. Donc, elles ont aussi cette mise en situation-là. Et enfin, la dernière activité qu'on met en place, c'est la mise à disposition. Ce qu'on appelle, c'est qu'en fait, on demande à des enseignes donc comme Yves Rocher, comme Sephora, voilà, des instituts de beauté, des salons de beauté, des boutiques de maquillage, des boutiques de cosmétiques, de pouvoir employer les filles pour qu'elles puissent être là, vraiment travailler dans une entreprise qui n'est pas d'insertion, qu'elles aient un cadre qui n'est pas d'insertion et qu'elles soient entourées également d'employés, de salariés qui ne sont pas forcément dans ce cadre-là et qu'elles puissent avoir un contrat périn avec ces enseignes-là. Donc, elles ont pu intervenir chez Sephora, par exemple. On est en discussion avec Avril Cosmétiques. Et voilà, donc il y a cette mise à disposition-là. Il faut savoir que sur ces trois activités commerciales, il y a toujours l'accompagnement professionnel qui est là, toujours l'accompagnement social. Même si elles vont travailler chez Sephora ou Yves Rocher, nos chargés d'accompagnement se déplacent sur place pour échanger avec la femme qu'on accompagne pour voilà, s'assurer que tout se passe bien, que dans l'entreprise ça se passe bien et que aussi les freins qu'elle a actuellement puissent être relevés. Donc voilà, c'est plein d'opérations différentes qu'on met en place pour qu'elles puissent aussi toucher à plein de métiers différents parce qu'on ne souhaite pas former des personnes à un métier, mais on souhaite former des personnes à un secteur, qu'elles puissent toucher à tout et au vu de leur sensibilité, Fanta vous expliquera, mais elles ont aussi leurs préférences, elles ont après une volonté de se tourner plus ou moins vers certaines activités et on souhaite vraiment former des personnes leaders et des entrepreneuses qui vont monter leur commerce après, qui veulent vraiment pas seulement être esthéticiennes mais accéder aussi à l'auto-entrepreneuriat, à créer son entreprise, sa structure. Donc, c'est vraiment un parcours d'autonomie, de révélation aussi, hein, de compétences. Bah, Fanta, au lieu que moi je parle, je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est vous. Donc, LBDMI, la rencontre avec Ravi, vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous êtes arrivé justement chez la Beauté du Monde Inclusive, un petit peu ce qui s'est passé, votre parcours, et puis la suite. On vous écoute. Allez-y. Alors, bonjour, je m'appelle Fanta Traoré. Bonjour Fanta. J'ai commencé la Beauté du Monde en janvier 2020. Avant, j'ai travaillé dans le garde d'enfants. J'ai fait 15 ans à garder les enfants. Et après, j'ai toujours aimé tout ce qui est la beauté du monde parce que moi, quand je vois les femmes sont belles, ça me fait plaisir, même dans le métro. En fait, j'aime quand la femme est belle. Et du coup, j'ai jamais eu la chance vraiment d'entamer tout ce qui est l'esthétique parce que je travaillais beaucoup après par l'intermédiaire de Pôle emploi quand il y a eu le Covid et tout. J'ai fait une conversion je suis venue à la beauté du monde par l'intermédiaire de Pôle emploi. Et je suis très heureuse d'être là. Quand j'ai commencé la beauté du monde, je n'avais pas confiance en moi, mais après, franchement, avec la beauté du monde, j'ai appris beaucoup de choses. Et la beauté du monde m'a aidé à avoir confiance en moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière, je suis très heureuse, je me sens épanouie. Ça se voit, vous êtes rayonnante.
Vous rayonnez. Et justement, Fanta, donc 15 ans à garder des enfants, ouah, c'est beaucoup, hein. On sait très bien que garder des enfants, c'est un métier Ouais, aussi qui demande difficile. beaucoup d'énergie, Oui. très difficile, beaucoup de respect pour les personnes qui le font. Je l'ai moi-même été quand mes enfants étaient petits, donc je sais ce que c'est. Alors justement, le parcours de la beauté du monde vous a permis de découvrir des tas de métiers, des Oui. tas de domaines, et vous avez pu du coup avoir une sensibilité, des choses que vous préférez. Comment ça s'est passé un petit peu? Alors, j'ai appris à faire le maquillage que j'étais pas vraiment, je savais pas me maquiller ni maquiller les autres. Ça, c'est déjà du positif. Et aussi, j'aime beaucoup les soins des visages. J'aime tout ce qui est massage. On a eu des très bons retours. Vous pouvez consulter sur nos sites. On a eu beaucoup de très bons retours parce qu'on fait du bien aux autres. On les fait des massages. Mais moi, tout ce que j'aime, c'est beaucoup soins des visages, tout ce qui est massage et aussi un peu la coiffure. Ah, très bien. Donc, vous avez voilà, une appétence plus vraiment pour le soin, le massage. Voilà. Vous êtes heureuse de faire du bien, de Oui, détendre. Voilà. oui. Et donc, en discutant avec Julie, elle m'a dit que par la suite, à la suite de la beauté du monde, bah, vous comptez trouver un CDI et Oui. peut-être plus ensuite. Vous avez des envies de créer votre entreprise? En tout cas, je souhaiterais pour le moment, dès que j'ai mon diplôme CAP, de travailler d'abord dans l'institut pour plus avoir d'expérience. Et j'aimerais vraiment un jour travailler pour mon propre compte, avoir mon propre institut. Institut de soins, de massage, de bien-être. Oui. C'est magnifique comme projet, c'est tout ce que j'encourage. Et vraiment une belle expérience en fait au sein de la beauté du monde. Et est-ce que justement avec la beauté du monde, vous avez monté en confiance, bien évidemment. Maintenant que vous avez acquis des tas de compétences, est-ce que le monde de l'entreprise vous fait moins peur? Est-ce que vous vous sentez totalement armé à affronter justement, entre guillemets, affronter des recruteurs pour aller travailler dans une entreprise? Ça me fait moins peur. Ça me fait moins peur. Cet accompagnement, oui, il est nécessaire. Bon, bah, Ça super. Julie, merci beaucoup Fanta pour cet échange de ce parcours hein, en cours. Donc, c'était exactement ce que je voulais montrer en présentant à LBDMI. Donc, que des personnes, voilà, qui ont exercé un métier pendant des années, mais qui avaient besoin justement d'évoluer, de se remettre en question, LBDMI a permis justement de oui, pouvoir s'emparer de toutes ces chances oui. et de construire un nouvel avenir avec des nouvelles opportunités. Donc maintenant, Julie, vous en êtes à la deuxième promo. C'est ça, exactement. La deuxième promo a rejoint LBDMI début février. Donc là, elle commence toute la période de préqualification pour voir voilà, si c'est des métiers qui les intéressent. Pardon. Et elles vont suivre en fait le même parcours que Fanta a suivi, donc 6 mois de préqualification et puis ensuite voilà, une mise en situation professionnelle lors desquelles elles vont pouvoir vraiment être insérées par l'activité économique et comprendre ce qu'elles aiment plus ou moins, et nous, derrière, les accompagner si elles veulent voilà, intégrer un institut à terme, si elles veulent ouvrir leur propre institut. L'accompagnement est vraiment spécifique à chacune. Et donc, on est effectivement à la deuxième promo cette année. On va accueillir aussi la Fest. Donc voilà, on a été. La feste. Alors, grand sujet, effectivement. Alors, petit aparté, j'ai vu que la beauté du monde inclusive faisait partie des lauréats d'un projet Île-de-France. Donc, AFEST, Action de formation en situation de travail, et là, sur des conseillères beauté. C'est bien ça? Exactement. La Génial. nous fait confiance pour former des femmes au métier de conseillère beauté. Donc, des femmes ou des hommes, des personnes qui souhaitent voilà, travailler dans ce milieu-là. Et donc, effectivement, on accueille cette année donc des bénéficiaires de la FEST qui seront formés à ces métiers-là et qui seront aussi également mis en situation professionnelle. Parce que voilà, notre volonté, c'est vraiment d'offrir quelque chose de complet, qui est donc la formation, mais également l'emploi. Et donc voilà, donc la FEST. La FEST, ça correspond tout à fait, c'est vrai, à une formation concrète sur le terrain et qui répond à beaucoup d'enjeux et qui correspond aussi à beaucoup d'apprenants. Bah, super, des tas de beaux projets pour l'année 2023. Il va falloir qu'on en discute régulièrement parce que bah, voilà, mener les femmes vers l'autonomie, se saisir des compétences qu'elles ont,
c'est magnifique. Et enfin, voilà, on y est là. Mais avant toute chose, et c'est là que je vais me permettre d'introduire Garance, hein, j'ai travaillé mon introduction, on a parlé formation, mais avant de parler de formation, on va aussi parler de besoins, d'identification des besoins des femmes. Donc, Julie, Fanta, je vous remercie de votre intervention. Fanta, mille merci d'avoir accordé du temps, nous avoir donné votre expérience, votre ressenti. Bientôt, je viens me faire masser, je vous préviens. Voilà, j'arrive. Merci. Bonne journée. Allez, à très vite. Garance, merci Garance d'être avec nous. Donc, comme tu as pu arriver, merci. Bah voilà, je sais que tu as des impératifs aussi et que tu es arrivé un petit peu plus tard, mais je te remercie d'être là. C'était important pour moi aussi que tu sois là parce que nous, c'est la journée des droits de la femme. On a beaucoup de chantiers à faire pour construire la société égalitaire de demain. Donc là, précédemment, on a parlé de formation, d'inclusion. Mais avant tout ça, c'est vrai qu'il y a la première base avant d'accéder à la formation, c'est l'identification des besoins, le bilan de compétences, l'identité. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je me suis moi-même posé la question il y a quelques années, quand j'étais, je venais maman, congé maternité, congé parental, bilan de compétences. Je me posais des questions sur mon avenir, sur ce que je voulais devenir. Après, je savais où aller chercher les renseignements, mais j'avais un petit peu de chance. Mais c'est pour ça aussi que je suis particulièrement sensible à ton projet depuis bien longtemps, puisque c'est une réalité pour moi qui est très concrète. Donc, je vais arrêter de parler, je vais te laisser te présenter Garance et moi, et justement tous les beaux projets que vous avez mis en place depuis quelques années et toutes les personnes que vous avez formées. Ça marche, Nathalie. Merci mille fois pour ton invitation. Je suis ravie et très honorée d'être là parmi vous aujourd'hui. Je t'ai envoyé une petite présentation, Nathalie. Je ne sais pas, je l'ai Alors, je ne sais pas si tu peux la trouver. Je vais la regarder tout de suite. Elle doit être dans mes mails. Elle n'est pas dans les mails. Je l'ai téléchargée directement sur Webikeo. Donc alors, je regarde. Ah oui, je l'ai, tout à fait. Voilà, oui, ça y est. Voilà, comme ça, on aura une petite présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous parler en effet de la carrière des femmes. C'est évidemment un sujet d'actualité aujourd'hui et plus précisément de comment on peut aider les femmes à évoluer dans leur carrière au vu des difficultés qu'elles rencontrent. Les freins sont encore malheureusement très nombreux aujourd'hui et je vais en profiter pour vous parler d'une étude que nous avons lancée avec l'IFOP. Je vais vous montrer quelques résultats clés qui sont très représentatifs des difficultés, des freins que les femmes rencontrent et surtout avec des ébauches de solutions que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors d'abord, je me présente, je suis Garance Hiverneau, la fondatrice et la dirigeante de Garance et moi. Je suis également membre du conseil d'administration et présidente de la Commission Île-de-France des acteurs de la compétence, que tu connais sûrement, Nathalie, qui est la plus grosse organisation professionnelle dans le secteur de la formation. Et par ailleurs, j'interviens assez régulièrement sur les sujets d'égalité femmes-hommes, sur les sujets de carrière féminine, plus spécifiquement aussi sur les stéréotypes de genre, la grande démission, bref, sur tous les sujets qui traitent autour de la carrière et plus spécifiquement sur les carrières féminines. Alors, ma slide ne veut pas bouger. Hop, j'essaie de la passer. Ça prend un petit peu de temps. Ouais. Attends, sinon... sinon je le fais. Hop. Normalement, ça va s'afficher. Voilà. Génial. Donc, Garance et moi, c'est surtout, avant tout, une équipe. Bien sûr, c'est 45 coachs et formatrices qui sont toutes certifiées, expertes de l'accompagnement des transitions professionnelles. On est vraiment à la pointe de l'innovation pédagogique en termes de parcours des femmes que nous accompagnons, mais aussi de l'intégration des stéréotypes de genre dans nos parcours. Donc, on est vraiment à la frontière du digital et de l'innovation sur tout ce qui est psychologie de l'orientation. Donc, on est 50 personnes convaincues que l'accompagnement, c'est une des clés
pour permettre aux femmes d'accéder à une vie professionnelle plus épanouissante, plus en lien avec leurs attentes, leurs valeurs, leurs ambitions, et aussi la rémunération. Il ne faut pas oublier l'argent, qui est une thématique extrêmement importante pour les femmes. Et malheureusement, vous le savez, on n'y est pas encore en termes d'égalité salariale, même s'il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Alors, ma slide rame un petit peu. Je ne sais pas si tu as la main, toi, Nathalie. Non, je vais le faire, t'inquiète. Ah, super, voilà. Génial. Donc, pour ce qui est de Garance et moi, ça fait plus de 10 ans que nous existons. Je le disais précédemment, on est membre des acteurs de la compétence. On est évidemment certifié Calliope, éligible au CPF. Et Nathalie, tu le sais évidemment, nous sommes également enregistrés auprès de France Compétences pour une formation que je vais évoquer. Très belle reconnaissance. Exactement, merci beaucoup. Au répertoire spécifique, qui est une formation certifiante qui s'appelle Accompagner les transitions professionnelles. Sujet d'actualité. Sujet d'actualité, en effet, très important de pouvoir accompagner ces transitions professionnelles. Je le rappelle, il y a un actif, tu peux passer sur la slide suivante, il y a un actif sur deux aujourd'hui qui envisage de se reconvertir de manière choisie ou subie. Contre 1 sur 4 il y a seulement 3 ans. Donc évidemment, le Covid a accéléré les besoins et les envies de transition, de reconversion professionnelle, mais c'est aussi une tendance de fond qui n'est pas que liée au Covid. Et on voit bien que la carrière linéaire qui va durer 30 ans dans la même entreprise, ça n'est plus d'actualité. Donc, on est toutes et tous amenés à se reconvertir, à changer de carrière, à changer de statut, de secteur d'activité, à minima une fois dans sa vie. Dans sa vie, tout à fait. Exactement. Donc, on a travaillé pour de nombreuses entreprises que je vous montre ici à l'écran. Très bien. On peut passer sur la slide suivante. Voilà, on a des engagements aussi très forts, notamment auprès de l'UNESCO, plus précisément auprès de la Commission nationale française, puisqu'on est partenaire de leur programme. Donc, on soutient financièrement leurs actions, notamment évidemment sur le sujet de l'égalité homme-femme, et plus spécifiquement sur toutes les égalités de genre et en lien avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, on est partenaire depuis plusieurs années et évidemment qu'on renouvelle à nouveau cette année. Très bien. Donc, la mission de Garance et moi, elle est très, très claire. Elle est écrite en gros, en gras, parce que c'est évidemment ce qui nous anime depuis plus de 10 ans maintenant, c'est d'accompagner les femmes dans leur épanouissement professionnel. Et on fait ça, si tu peux passer sur la slide d'après, Nathalie. Merci beaucoup. On fait ça grâce à deux offres, deux dispositifs. D'abord, un bilan de compétences qu'on a complètement réinventé. On l'a réinventé à 2 titres. Vous le savez, le bilan de compétences est un dispositif qui existe depuis plus de 20 ans, mais on a vraiment souhaité revoir cette prestation. D'abord, pour l'adapter à notre public cible, en l'occurrence les femmes. Donc, c'est-à-dire qu'on leur offre une plateforme de contenu qui va répondre aux problématiques qu'elles rencontrent, à savoir les stéréotypes de genre, les écarts de rémunération, l'impact de la maternité dans leur carrière et les freins que ça va engendrer à la fois en termes de promotion, mais aussi de rémunération. Donc, on répond à ces sujets-là dans une plateforme qu'on leur dédie dans ce bilan de compétences. Et par ailleurs, cette plateforme, ça permet aussi du coup de leur apporter un accompagnement 100% digital avec une coach dédiée, bien entendu, ce qui nous permet d'accompagner les femmes sur l'ensemble du territoire. Et c'était vraiment une conviction très forte et une valeur forte de Garance et moi de ne pas accompagner que des femmes qui sont parisiennes ou qui vivent en Île-de-France, mais c'est aussi d'accompagner des femmes dans toutes les villes de France et qu'elles soient au fin fond de la Creuse ou à Lille ou à Paris ou à Marseille, qu'elles puissent bénéficier les mêmes accès. Voilà, de qualité. On avait vraiment une volonté de démocratiser, de vulgariser l'accompagnement pour toucher le plus grand nombre. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a accompagné plus de 11 000 femmes dans leur transition professionnelle. Voilà, donc ça, c'est la première action que nous menons. La deuxième, j'en ai un petit peu parlé, c'est cette formation certifiante qui s'appelle « Accompagner les transitions professionnelles ». Et donc là, on forme, on certifie des professionnels de l'accompagnement pour leur permettre d'accompagner toutes les personnes, que ce soit des demandeurs d'emploi, des salariés, des indépendants, qui sont dans une dynamique de changement
volontaire ou subie, hein, parfois on n'a pas toujours le Soyons choix. bien, oui, on n'a pas le choix, exactement. Voilà, mais La l'objectif, pénibilité, comme on en voilà, parlait la justement, des pénibilité, fois, c'est on va devoir absolument. avoir besoin de faire un bilan pour voir la mobilité professionnelle envisageable en interne dans l'entreprise. Donc effectivement, accompagner les transitions pro, c'est un sujet très, très, très d'actualité et dont les entreprises devront bientôt se saisir encore plus, je pense. Absolument. Puis on parle beaucoup des seniors, de l'accompagnement des seniors, avec en Tout à effet fait. cette fin de carrière qu'il faut aussi anticiper. Le bilan de compétences, c'est clairement un très bon moyen pour pouvoir continuer à travailler, se réorienter, monter en compétences, en tout cas vraiment être dans une démarche active par rapport à sa carrière professionnelle. Et l'entreprise a un rôle clé à jouer, évidemment, dans le parcours professionnel de sa collaboratrice ou de son collaborateur. On peut passer à la slide suivante. Je suis navrée de te demander ça, Nathalie, mais Voilà, je mais t'inquiète. Ah non, non, mais c'est mon rôle. Pas de souci. super. Alors, pour ce qui est de l'étude IFOP que nous avons lancée il y a quelques mois, l'objectif, c'était vraiment d'identifier de manière très objective, finalement, quel est le ressenti des femmes au travail, comment elles vivent leur vie professionnelle, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, c'est assez peu évalué de manière très spécifique. Donc, on a lancé cette grande étude avec l'IFOP il y a quelques mois de cela, avec des enseignements très parlants. D'abord, seulement 24% des femmes se disent satisfaites de leur situation professionnelle. Donc, c'est un chiffre qui est évidemment extrêmement alarmant et c'est très bien d'identifier ce problème, mais en tout cas, il est assez édifiant. Parlons, ouais. Voilà, assez parlant, absolument. Et 57% d'entre elles rêvent de reconversion. Donc, en gros, elles ne sont pas bien dans leur job et elles rêvent d'autre chose. C'est vraiment l'enseignement clé de cette étude et on va rentrer un peu plus dans le détail. Pourquoi la majorité rêve de reconversion professionnelle? Eh bien, parce qu'elles ont l'impression de subir leur travail et que, du coup, elles ont envie de changer soit de métier, soit de secteur, soit de statut professionnel. On parle beaucoup aussi du salariat et du freelancing. Donc, clairement, elles ont une envie de changer. Pourquoi? Parce qu'elles ressentent de la frustration Oui. par un travail qui est souvent perçu comme étant chronophage et stressant. Et là, ce n'est pas étonnant parce que, je vous le rappelle, les femmes passent 2 fois plus de temps que les hommes à gérer les tâches domestiques, familiales. Et donc, évidemment que ça impacte leur quotidien, ça impacte leur carrière. Et c'est la fameuse charge mentale qui est extrêmement difficile à gérer. C'est-à-dire que quand elles travaillent, elles se disent, OK, est-ce que j'ai bien mis le maillot de bain du petit dernier dans le sac de piscine? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Est-ce que j'ai Ça parle à toutes les mères de famille, ça, je voilà, pense. moi-même ayant 2 enfants en bas âge et pourtant un conjoint très engagé, je peux vous assurer que même en ayant un conjoint très féministe, c'est quand même une lutte de chaque instant. Il y a toujours un background, c'est ce que je dis. Les femmes ont toujours un double cerveau entre le background de la famille, voilà, et celui de l'instant présent. Absolument, absolument. Donc ça, c'est pour ça qu'elles ressentent en fait ce travail finalement chronophage et stressant, c'est parce qu'elles ont cette charge mentale qu'elles n'arrivent pas à alléger. Alors nous, on leur donne pas mal de clés au travers du bilan de compétences et les entreprises parfois le font aussi, mais c'est clairement une difficulté. Les dimensions qui génèrent le plus d'insatisfaction, alors d'abord, il y a la rémunération. Et je le rappelle, hein, les écarts de rémunération sont en moyenne de 20% entre les hommes et les femmes, donc ça reste une donnée extrêmement problématique. Et donc, elles le montrent, elles sont pas satisfaites de leur rémunération et elles ont raison parce qu'à compétences égales, elles ont encore une rémunération moindre que les hommes. Elles sont 56% d'entre elles à se déclarer stressées, donc ça rejoint le point qu'on vient d'évoquer. 38% d'entre elles ne voient pas la possibilité d'évoluer. Et ça, je pense que c'est un message clé aussi à avoir en tête quand on est RH, DRH, manager. C'est comment vraiment on envoie un signal fort aux collaboratrices de « je vais t'aider à évoluer » et voilà concrètement comment on va s'y prendre. Ça peut être du mentoring, ça peut être du coaching, ça peut être clairement un bilan de compétences ou autre. Mais il y a beaucoup d'actions aujourd'hui qui ne sont pas très chères pour l'employeur. Hein. Je le rappelle, le bilan de compétences est pris en charge à 100% par le CPF, donc c'est complètement neutre pour l'entreprise, mais c'est un levier colossal pour la collaboratrice et un levier, bien sûr, par voie de conséquence pour l'entreprise, parce que je vous le rappelle, les entreprises ont des obligations réglementaires de plus en plus strictes sur l'égalité hommes-femmes.
Et enfin, 36% d'entre elles ne perçoivent pas de reconnaissance dans leur travail. Donc, il y a vraiment ce sujet autour de la communication sur voilà, comment faire en sorte que votre collaboratrice soit reconnue sur ses compétences, sur son poste, sur ses responsabilités pour qu'elle puisse avoir suffisamment confiance et monter en responsabilité. Alors, qu'est-ce que veulent les femmes finalement? Parce que là, on a vu quelles étaient leurs sources d'insatisfaction. Donc d'abord, pour 71% d'entre elles, donc c'est énorme, elles ont envie de plus de leadership et d'empowerment. Donc, cette espèce d'idée reçue qui dit que les femmes ne sont pas ambitieuses, qu'elles ne sont pas capables, qu'en effet, elles sont accaparées par leur vie familiale, eh bien, c'est une idée reçue, puisque l'immense majorité d'entre elles, finalement, ont envie d'évoluer. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce que quand il y a une motivation et une volonté, c'est toujours plus facile d'y arriver. Deuxième enseignement, c'est que ce qui les bloque et ce qui vraiment les aiderait dans leur quotidien, c'est justement de bien articuler cette vie professionnelle et cette vie familiale, personnelle. Donc, ça arrive en seconde position. Et là, les employeurs ont un rôle vraiment clé à jouer pour permettre cette articulation plus fluide. Donc, c'est la flexibilité des horaires, c'est évidemment le télétravail, c'est d'aider les femmes dans leur quotidien sur les modes de garde, etc. etc. Mais toutes ces actions-là ont clairement un réel effet sur l'épanouissement des femmes au travail et du coup, pour les entreprises, plus d'égalité. Tu peux juste revenir, excuse-moi Nathalie, sur la... Excuse-moi, c'est moi qui étais trop rapide. Tu étais tellement réactive, c'est super. Et dernier point, l'autonomie et la flexibilité, qui est la troisième attente. Donc, on en parlait, le télétravail, c'est très demandé, évidemment, par les femmes, mais aussi par les hommes. Depuis le Covid, on sait qu'il y a une énorme attente des collaborateurs sur ce sujet, mais aussi l'autonomie sur son périmètre, sur son poste. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 points clés qu'il faut retenir sur les attentes des femmes. L'empowerment, l'épanouissement, en tout cas l'articulation vie pro, vie perso, et enfin l'autonomie et la flexibilité. Flexibilité, ouais, flexibilité, c'est un sujet qui revient régulièrement dans tous les domaines. Absolument. Donc, mettre en place des stratégies pour surmonter ces freins. Voilà, là, on a identifié avec l'IFOP quels étaient les freins principaux que les femmes rencontraient et puis surtout quelles étaient les attentes des femmes. Et c'est important qu'en tant qu'employeur, et moi je suis moi-même employeur, de bien comprendre finalement qu'est-ce qui va aider son collaborateur ou sa collaboratrice à évoluer au sein de son entreprise. Donc, une des clés, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate au quotidien quand les entreprises nous envoient des collaboratrices, c'est que le bilan de compétences, c'est clairement un levier ultra efficace, par ailleurs neutre financièrement, puisqu'encore une fois, c'est financé via le CPF, et qui permet aussi de répondre à des obligations réglementaires. Je vous le rappelle, il y a aussi l'entretien professionnel qui oblige à parler de ces sujets de transition, de parcours professionnel. Donc, ça vous permet de cocher pas mal de cases. Donc, concrètement, ce bilan, je le rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'accompagnement, ça dure à peu près 2 à 3 mois. C'est un rendez-vous tous les 10 jours d'1h30, donc c'est tout à fait possible évidemment de continuer à travailler en parallèle. C'est à la fois du contenu sur une plateforme et une coach qui va leur être dédiée, qui va les accompagner dans leur parcours professionnel. Et le but, c'est vraiment d'identifier ces compétences, parce qu'on le sait, les femmes ont plus de mal à identifier leurs compétences et surtout à les valoriser. C'est identifier quelles sont ses valeurs, son mode de fonctionnement au travail, sa personnalité, mais aussi ses axes de développement. C'est identifier finalement quel est le projet professionnel qui va me parler, m'animer chaque matin quand je vais me lever. Et évidemment, il faut que tout ça soit corrélé avec soit les possibilités en interne. Il faut que ça soit très collé à votre réalité. Il faut que l'entreprise puisse proposer éventuellement une mobilité interne ou alors éventuellement une mobilité externe si ça se prête côté entreprise et côté collaboratrice. Mais ce qu'on constate, c'est que ce bilan, ça augmente de manière très significative la satisfaction et le sens au travail. Et donc parfois, on a des femmes qui font un bilan de compétences qui arrivent assez démotivées et vraiment parfois même en rupture avec leur travail. Et le bilan a vraiment cette action de les regonfler, de les remotiver, et elles restent finalement en poste. Exactement.
entreprises, mais elles ont complètement changé de posture. Et clairement, le niveau de satisfaction dans leur poste a augmenté de manière très considérable. C'est pour ça que le bilan de compétences est, à mon sens, un outil que les entreprises devraient utiliser beaucoup plus souvent. Comme vous l'avez si bien dit, hein, tout à fait, c'est un outil de GPEC, c'est un outil qui va servir à évaluer les compétences annuelles, hein, rappelons-le. C'est un outil aussi qui peut permettre de projeter, voilà, vers quelle dimension la personne peut avoir une mobilité professionnelle, donc on peut réfléchir à son plan de développement de compétences. C'est un outil qui est pour moi vraiment très intéressant pour les entreprises. Et justement, beaucoup d'entreprises en ont peur en se disant quelqu'un qui veut faire un bilan de compétences, c'est quelqu'un qui veut partir. Pas forcément. C'est peut-être quelqu'un qui a surtout besoin d'être rassuré sur son poste, sur ses missions et s'il est à la bonne place. Je pense que tu me rejoins sur ce point-là. Absolument, absolument, Nathalie, tu as complètement raison. Et vraiment, nous, on le voit encore une fois, il y a plein de collaboratrices qui font ce bilan de compétences et qui restent dans leur service ou en poste, mais ça change vraiment leur posture. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour l'employeur, mais aussi pour la collaboratrice elle-même, parce que du coup, elle retrouve ce sentiment d'être heureuse d'aller travailler, d'être remobilisée. Donc, c'est un outil qui est assez peu utilisé, mais qui est extrêmement efficace et encore une fois, qui est neutre en termes de coût et en termes de temps passé, puisque 1h30 de rendez-vous tous les 15 jours, ça reste tout à fait absorbable par rapport à une charge de travail potentielle. Et puis rappelons-le quand même, l'impact de la réforme de 2018 n'a pas eu qu'un impact sur le monde de la formation, mais sur les RH, qui sont devenus aussi des gestionnaires de compétences. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est la culture compétence, comme on en a encore en phase d'acculturation pour certains, je dirais, mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et bilan de compétences, voilà, c'est la base. On sait où on part, on sait où on va. Et c'est pour ça que pour moi, les entreprises doivent vraiment se saisir du bilan de compétences, mais beaucoup plus rapidement et en faire un outil de GPEC, mais au quotidien. Et puis voilà, vous avez des super cabinets comme Garance et moi qui peuvent accompagner les entreprises à mettre en place justement le bilan de compétences. En tout cas, merci Garance pour cette présentation. Et en tout cas, on a bien vu qu'aujourd'hui, tous les sujets qu'on avait, merci beaucoup pour cette slide parce que c'était ça. Inclusion, diversité pour une meilleure égalité professionnelle. On en est vraiment là. Tous les projets qu'on a pu voir aujourd'hui, donc ça soit aussi bien dans le numérique avec Jean-Christophe Vidal de Connexio, où on a encore énormément de difficultés dans le numérique. Et justement, Garance n'était pas encore là, on a abordé le côté RH aussi, de recruter dans des secteurs qui sont très masculins. Une femme a plus de mal peut-être à s'intégrer. Il y a une culture d'entreprise à développer avant. On a parlé aussi avec la beauté du monde inclusive d'accès à l'emploi, d'accès à l'entrepreneuriat, de prise de confiance en soi, de femmes rayonnantes comme Fanta. Et puis, merci Garance, sur ce focus voilà, sur les femmes et la mobilité professionnelle, le bilan de compétences qui est la base. Je vous remercie tous pour cette participation. Ça a été un super moment. Je suis hyper contente d'avoir pu vous mettre en avant. Bien évidemment, les présentations seront toutes téléchargeables pour les participants. N'hésitez pas à solliciter Connexio, La Beauté du Monde ou Garance et moi si vous avez vraiment des questions, vous avez envie de travailler avec eux, ce sont des gens de qualité. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis au prochain webinaire qui aura lieu le 29 mars et ça sera un gros sujet. Ça sera la grande démission, autre sujet d'actualité et qui parle à beaucoup d'entreprises. Je vous souhaite une excellente journée. Je regarde quand même quelques questions dans les chats. Non, tout va bien. Merci aux participants. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.